Bonjour à tous et bienvenue à notre webinaire Nouvelle récolte blé 2023. Donc, avant de débuter, je vous rappelle les règles d'usage concernant le déroulement du webinaire. Donc, vos micros ont été désactivés pour toute la durée de la présentation. Vous avez un onglet chat situé à droite de votre écran où vous pouvez poser toutes vos questions. Les questions seront traitées à la fin du webinaire. Et bien entendu, si nous n'avons pas le temps de répondre à toutes vos questions, nous vous répondrons de manière individuelle. Et enfin, la présentation vous sera envoyée après le webinaire. Donc, concernant le déroulement du webinaire, celui-ci est composé donc de deux parties. Nous allons débuter sur un point marché blé dans le monde et en France. Ce sujet sera traité par Claude Gagnol, notre directeur filière Limagrin Ingrédients et membre du bureau de l'ANMF. Et ensuite, la seconde partie qui sera présentée par Lucie Dubo, responsable application panification, vous fera un point sur la qualité des farines nouvelle récolte. Je propose donc à présent de débuter. Donc Claude, je te laisse la parole. Alors bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de partager cette session 2023 avec vous. Vous avez encore beaucoup de choses à nous dire, si je puis dire, parce que les années se suivent et ne se ressemblent pas, mais en tout cas elles s'enrichissent de connaissances, d'interpellations, parce qu'il y a quand même quelques éléments fondamentaux qui bougent en termes de géopolitique, de bien sûr l'expression du climat, et puis tout simplement ce qui se passe dans notre monde de consommation. Donc je vous propose de débuter avec l'aspect géopolitique. Un élément très important qui s'est, je dirais, affirmé dans ces dernières années, c'est le rôle de la Russie dans ce contexte mondial au niveau du blé. La Russie est avant tout un producteur de blé. Et sur ce graphe, vous pouvez constater que la production russe n'a cessé de progresser ces 15-20 dernières années et qui atteint aujourd'hui près de 100 millions de tonnes de blé. Pas tout à fait. 96 millions l'an dernier, on parle de 87, 88 millions cette année, même si c'est en retrait par rapport à l'an dernier, ça reste énorme. Et donc, cela pèse lourdement sur l'ambiance géopolitique mondiale, d'autant plus que, comme vous le savez, il y a ce phénomène russo-ukrainien qui est prégnant. Donc, le marché du blé bien, évolue au gré de ces événements géopolitiques. Bien entendu, il y a eu le phénomène Covid. Il y a maintenant, je dirais, c'est du passé, mais n'oublions pas que ça a été une première étape qui a généré un mouvement sur le marché des matières premières, un mouvement haussier. Et puis, ce mouvement haussier a été significativement amplifié le 24 février, à partir du 24 février 2022, avec l'arrivée de ce conflit russo-ukrainien. Donc ensuite, on a passé une phase extrêmement nerveuse des marchés, mais très haussier, avec des pics jamais vus, jusqu'à 450 € la tonne de blé. Et ensuite, ça a été suivi par la mise en place d'un corridor qui a permis à l'Ukraine de dégager ses récoltes vers différentes destinations. Et là, on a commencé à avoir une accalmie sur les marchés, mais enfin encore avec des niveaux de prix qui se situaient autour de 350, 300 €. Donc, le marché s'est ensuite régulièrement détendu, mais on observe encore quelques nervosités lorsqu'il s'est agi de fermer ce corridor en juillet dernier, et donc qui a créé un petit soubresaut. Et aujourd'hui, donc le rôle de ce corridor, même s'il n'existe plus, il s'est quelque part, il a trouvé une alternative avec des voies parallèles qui sont imagées sur ce slide-là. Et juste le graphe de droite, par exemple, vous montre la proportion de blé qui était exportée donc par les voies, le corridor, c'est la partie jaune du graphe. Et aujourd'hui, elle est réduite à sa plus simple expression puisque le corridor est fermé. Mais par contre, il y a des voies qui ont pris le relais et en particulier l'export via les ports du Danube. Mais pour ça, il faut faire transiter de la marchandise et bien entendu, ça génère des surcoûts ou des complications logistiques. Mais on voit que les exportations donc ukrainiennes ont trouvé une alternative en termes de voies maritimes ou de voies terrestres. Donc, il y a aussi des choses qui passent par la Pologne, et vous savez aussi que ce sujet est assez houleux en ce moment, puisque
ça impacte lourdement, je dirais, les marchés céréaliers sur les frontières ukrainiennes, donc Pologne, Hongrie, etc. Et ce n'est pas fait pour plaire aux agriculteurs de Pologne qui voient leurs produits être vivement concurrencés par les offres ukrainiennes à meilleur marché. Donc, l'Ukraine est toujours présente, elle a exporté des quantités significatives, même si en retrait par rapport à ce qu'elle avait l'habitude d'exporter, puisque la production se situe à 20 millions de tonnes contre un peu plus de 30 millions de tonnes habituellement en blé. On y reviendra. Alors, autre élément très important, c'est le contexte mondial de la production des céréales et de la consommation. Et là, le graphe de gauche vous montre ce fragile équilibre qu'il y a aujourd'hui entre le disponible produit en termes de céréales, hein, donc on parle de blé, de maïs, de riz, etc., qui se situe autour de 2,3 milliards de tonnes au total, et une consommation qui est équivalente à cette production. Et donc, on voit ensuite les stocks de report hein, qui sont d'une année sur l'autre, qui sont illustrés dans les carrés orange et vert. Et donc, la partie orange, c'est le stock que tous les pays ont, par exemple, qu'ils auront à la fin en juin 2024 pour passer à la nouvelle récolte. On voit que ce stock, il est de l'ordre de 577 millions de tonnes pour des pays qui n'exportent pas et il est de 140 millions de tonnes pour les pays qui exportent, sur lesquels on compte quand il s'agit de compenser des aléas climatiques, par exemple. Donc, ce stock de 140 millions de tonnes en vert, on voit qu'il ne cesse de baisser. Et ça, c'est un point critique et on verra à droite qu'il est d'autant plus critique pour le blé et que c'est un point à surveiller. Parce que je répète, ces stocks-là, c'est du disponible pour le commerce international, donc disponible à l'échange. Ça veut dire que quand vous avez des phénomènes, par exemple, climatiques qui viennent contrarier les récoltes, eh bien, on compte sur ces stocks de report pour compenser ces baisses de récolte. Et 140 millions de tonnes disponibles, toutes céréales confondues, ça paraît beaucoup, mais ce n'est pas tant que ça. Donc, à droite, vous voyez la situation sur le blé. Et là, la situation sur le blé est encore plus critique parce qu'on est à 52 millions de tonnes, ce qui représente un petit 6% grosso modo de la consommation et de la production, de la consommation mondiale. Donc 6%, c'est quand même 6-7%, c'est pas grand-chose. Et une fois de plus, des événements climatiques, par exemple sur l'Australie, l'Amérique du Sud, voire les États-Unis et bien entendu l'Europe, eh bien ces 52 millions de tonnes, ils sont très vite mis sous pression et ce qui peut faire réagir les marchés. Donc, on voit que les productions ne cessent d'augmenter, globalement, toutes céréales confondues, la consommation aussi, mais ces stocks de report, là, qui sont exportables, eux, ne cessent de baisser. Et c'est ce qui fait la criticité, la volatilité, le risque de volatilité des marchés. Alors, d'où vient la production cette année? On voit très clairement que sur le blé, la situation n'est pas si glorieuse que ça, même si globalement, aujourd'hui, les récoltes semblent avoir été bonnes, ou en tout cas, elles étaient globalement pas mauvaises, parce que des pays comme le Canada ou les États-Unis, qui avaient connu des mauvaises récoltes les années précédentes, en particulier au Canada, refont un peu leur niveau de production. Mais l'Europe reconduit globalement ce qui s'est passé à peu près l'an dernier, avec quelques petits écarts. Mais globalement, donc, on voit qu'il y a pas mal de pays qui produisent moins cette année, et en particulier l'Australie, par exemple, la Russie, et puis l'Argentine. Donc, tout ça vient peser 1 million par-ci, 1 million par-là. Mais on voit quand même que sur l'Inde, par exemple, on parle de moins 30 millions de production de tonnes de blé. Et là, ce n'est pas des moindres. Et en plus, bien entendu, quand il y a une mauvaise récolte en blé, en général, il y en a une mauvaise en riz, ce qui est le cas. Donc, voilà, ce panorama vous donne une idée d'où viennent les bonnes productions cette année et où sont les situations tendues. Et bien entendu, cela va avec le climat, puisque les zones vertes sont censées représenter des climats satisfaisants, les zones jaunes, un peu moins satisfaisants, et les zones rouges, c'est très critique. L'Espagne, par exemple, a connu une situation extrêmement critique cette année, vous le savez. Bon, là, ce sont quelques chiffres pour alimenter vos données, mais vous retiendrez donc que la production mondiale est globalement en baisse, qu'il y a 17 millions de tonnes de blé de moins que l'an dernier. La consommation mondiale est en hausse à 772 millions de tonnes.
Et donc, les stocks mondiaux, tout logiquement, ils baissent de l'ordre de 8 millions de tonnes. Donc, on est toujours sur des situations un petit peu tendues. Sur la partie droite, vous avez la situation pays par pays, où on voit les différents acteurs. Et là, par exemple, vous pouvez constater au niveau Ukraine, donc l'Ukraine a exporté donc 17 millions de tonnes l'an dernier. Bon, cette année, on parle de 12 millions de tonnes, donc ça en fait quand même un peu moins, alors qu'on est sur une moyenne quinquennale de l'ordre de 18 millions de tonnes. Donc ça, c'est important, mais vous voyez aussi l'Australie qui pèse lourd dans la balance, hein, les États-Unis aussi. Voilà, donc tout ça pour dire que la situation, une fois de plus, est sous tension. Alors, un autre phénomène, et là on parle du climat cette fois, et Dieu sait si chaque jour ce sujet-là est posé sur la table. Donc, il faut principalement retenir l'événement El Niño et La Nina. Donc, ce sont des événements qui se passent, des événements climatiques qui se passent dans l'hémisphère sud, entre l'Amérique du Sud et l'Asie. Et là, ce sont des phénomènes inverses qui se produisent, réchauffement ou refroidissement de la surface des eaux. Lorsqu'on parle de réchauffement de la surface des eaux, à proximité souvent des côtes américaines du Sud, ou Amérique tout court. Donc, ce réchauffement, c'est le phénomène El Niño, et ce réchauffement donc entraîne donc des phénomènes de sécheresse par la hausse des pressions atmosphériques, mais qui peut aussi entraîner des phénomènes de forte intensité pluviale sur certaines zones de la planète. Et à l'inverse, pour la Niña, donc ce phénomène, quand vous avez une sécheresse à un endroit une année, ben, la Niña intervient l'année suivante. C'est pas par année, c'est par des cycles. Hein, on parle de 3, 4, 5 ans. Donc, on voit des phénomènes, je dirais, opposés, mais qui ont des conséquences très importantes sur les niveaux de production selon les zones géographiques mondiales. Mais c'est principalement dans l'hémisphère sud. Et ce qu'il faut retenir avec El Niño, c'est que globalement, il contribue au réchauffement de la planète en général. Sur cette cartographie, vous voyez en tout cas les prévisions qui situent où sont les impacts. On va retrouver des zones plutôt impactées par la pluviométrie et des zones plutôt impactées par la sécheresse. Et bien entendu, on voit sur ces zones, en particulier pour la sécheresse, on voit que l'Amérique du Sud est largement concernée, en particulier le Brésil. Donc, à suivre par rapport à ce qui va se passer sur les productions de maïs qui sont en train d'être semées et qui vont donner au printemps prochain. L'Afrique du Sud aussi, qui est quand même un producteur de blé, hein, sur l'Afrique du Sud. Et puis, bien sûr, toute cette zone Asie, y compris l'Inde, où là, on voit quand même une tendance au réchauffement climatique pour les mois et les années qui viennent du fait de El Niño. Et puis, vous avez aussi la partie nord-américaine, puisqu'il y a une zone qui se situe dans le Corn Belt, autour des Grands Lacs, où là, je vous rappelle que c'est quand même la zone de production du maïs, et puis le Canada aussi. Hein. Et là, on voit plus à l'ouest des États-Unis, la zone du Montana, par exemple, et puis la partie Canada, où se produisent quand même pas mal de blé. Donc, attention à ça, c'est pas une vue de l'esprit, c'est une réalité, et il faut suivre ces choses-là de façon importante. Et on entend parler en ce moment, par exemple, hein, vous l'avez vu sur les écrans télé, il y a des phénomènes de température élevée en Amérique du Sud. On le voit aussi en Australie. Donc, attention. Pour l'Europe, bon, qu'est-ce qui s'est passé cette année? Globalement, donc, les situations sont assez contrastées. On a pu avoir donc des problèmes de température élevée, des problèmes de quantité d'eau élevée, des problèmes donc des situations revenues à la normale. Donc, en tout cas, cela a impacté plus ou moins les cultures. Et on a vu, par exemple, sur le blé, les qualités des blés ont été fortement impactées sur le nord de l'Europe à cause des pluies qu'il y a eu durant le mois de juillet-août qui correspondait à la période de récolte. Donc, beaucoup de déclassements de blé. Et on sait aussi que sur l'Espagne a été fortement impactée sur ses productions de blé et aussi de maïs en raison des fortes températures que l'Espagne a connues ce début d'année. Alors, le blé tendre en Europe, hein, donc là aussi, on est dans une situation de production un peu plus positive, si je puis dire. Hein. On a une meilleure production que l'an dernier, mais ça reste, somme toute, je dirais, modeste comme évolution, où on est à peu près au niveau de l'an dernier. Hein.
on est à 149 millions de tonnes et contre 150 avant, mais 141 millions de tonnes l'année précédente. Donc on voit qu'on est plutôt sur le haut du niveau de production par rapport aux années antérieures et on est à niveau égal avec l'an dernier. Mais on voit aussi une augmentation donc de l'utilisation. Donc vous voyez la ligne totale utilisation. Hein. On passe à 133 millions de tonnes. On vient de périodes plutôt se situant autour de, on va dire, entre 120 et 130 millions de tonnes. Et là, donc, on est en train de consolider la consommation. Donc, on voit que parmi les acteurs, les influenceurs en termes de consommation, eh bien, l'alimentation animale hein, joue un rôle non négligeable, même si ce marché est quand même sous pression actuellement, comme vous le savez. Hein, il y a une décapitalisation du cheptel. Mais cette année, les blés, il y a beaucoup de blés déclassés, donc qui partent en alimentation animale parce qu'ils ont des adverbes qui sont mauvais. Et donc, ils sont déclassés en blé fourragé, en particulier dans la partie nord-Europe. On a une légère baisse des exportations à 32 millions de tonnes. Bon, c'est pas faute de blé, c'est plutôt qu'on est sous pression de l'export avec un énorme concurrent qui est la Russie, qui aujourd'hui, par exemple, a pris un marché qui était précieux pour l'Europe, qui est celui de l'Égypte. Donc là, il y a une fois de plus des accords, je dirais, géopolitiques ou stratégiques. Et l'Égypte s'est ouvert donc à l'origine mer Noire, mais surtout maintenant à l'origine russe. Donc là, au bout du compte, là aussi, on observe une baisse finale des stocks de report à 16,3 millions de tonnes. C'est significatif, hein, puisqu'on parle de moins 15%. Donc, une fois de plus, ça la met le marché sous tension, même si actuellement les cours sont tout à fait, je dirais, revenus à la situation avant le conflit ukrainien. Il n'empêche que ça peut vite s'énerver. En France, on a une récolte, je dirais, correcte, qui se situe, on va dire, autour de 35 millions de tonnes. On a eu fait plus, on a eu fait moins. Donc, on est à peu près comme les autres pays d'Europe, globalement dans la moyenne européenne. Donc, les utilisations, elles, donc, progressent aussi, comme ce qui se passe ailleurs en Europe. Donc, le surplus de production eh bien, est utilisé par le développement de la consommation. On a un export disponible qui est en augmentation par rapport à l'an dernier, mais une fois de plus, est-ce qu'on va pouvoir exporter parce qu'on est en train de se faire piquer simplement des marchés par les Russes et on table plutôt sur une augmentation du stock final de l'ordre de plus 15%, alors qu'on vient de voir qu'au niveau européen, on était plutôt sur une baisse de moins 15%. Alors parlons des cours. Donc vous avez ici la courbe donc Euronext mise à jour donc au 26 septembre. C'est l'échéance donc de décembre 2023 qui est très représentative de la récolte. Donc le blé aujourd'hui se situe autour de 240 €. On voit que bon, il est allé un peu plus bas autour de 230 donc il y a quelques temps, mais il est aussi monté assez vite au-delà de 250, 260, 265 suite à la fermeture du corridor. Et puis que là, on voit que le marché atteint, on va parler peut-être d'un plancher autour de 230, 240 et avec des possibilités de haussières parce que maintenant, donc, on va rentrer dans cette phase où la récolte est passée, les stockages sont faits, on a trouvé pour stocker et donc maintenant, eh bien, on va rentrer dans une phase d'exportation et donc peut-être de meilleure demande et avec un risque de retrouver un marché un peu plus dynamique. Donc, je vous rappelle simplement qu'est-ce qu'il fait aujourd'hui le cours d'un marché. Donc, il y a des éléments structurels, on vient largement d'en parler avec le ratio stock sur consommation, qui est donc un point d'attention important. Le rapport euro-dollar, donc qui actuellement, donc l'euro l'an dernier, il était très bas, il était à 0,95 $, si je me souviens bien, et cette année, on est plutôt à 1,05 $. Hein. Donc, l'euro est plus cher. Donc, forcément, ce n'est pas un élément qui favorise l'exportation, d'autant plus qu'en face, on a un rouble qui s'est effondré. Et lui, bien entendu, qui joue fortement sur la capacité des Russes à exporter. La surface de blé et le volume, on vient d'en parler, et puis l'impact des autres céréales. Donc, le riz est à surveiller cette année. Le Myanmar a mis un ban sur ses exportations, donc ça veut dire qu'il n'y aura plus moins la possibilité d'importer du riz du Myanmar, qui était quand même un très gros exportateur de riz, en particulier pour l'Europe, donc à suivre.
Les éléments de volatilité, bon, ben, l'instabilité géopolitique, on en a largement parlé, donc il faut continuer de suivre ce qui se passe en Ukraine, bien sûr, mais je vous invite à regarder aussi ce qui se passe entre la Chine et les autres continents. Jusqu'à présent, la Chine avait un lien économique très fort avec les États-Unis. Pourquoi? Parce que la Chine a besoin de maïs et de soja. Or, aujourd'hui, la Chine est assez absente de cette relation de sourcing avec les USA. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, la Chine, très simplement, elle a trouvé un fournisseur d'abord en blé qui est un voisin à proximité, qui est la Russie, et puis elle est en train de tisser des liens avec le Brésil, qui fournit du maïs et du soja. Donc, ça redistribue je dirais, les équilibres commerciaux et on a l'impression qu'il se passe des choses entre les fameux BRICS, aux dépens donc de l'Europe de l'Ouest et des États-Unis. Donc, c'est un événement à suivre attentivement. Le weather market, donc à suivre El Niño. La crise sanitaire, donc aujourd'hui, on va dire qu'elle est derrière nous, même s'il y a quelques soubresauts encore, mais globalement, le cap est passé. On a appris de cette crise-là et je dirais qu'on s'en est pas trop mal sorti. Le marché mondial des commodités, bon, le pétrole aujourd'hui, il est relativement cher, donc ça peut jouer sur la demande en éthanol. Et l'éthanol, il est fabriqué essentiellement avec du maïs, en particulier aux États-Unis, puisque les États-Unis consacrent 35% de leur production de maïs à la fabrication d'éthanol. Très, très important. Aux États-Unis, au Brésil, c'est plutôt la canne à sucre qui contribue à la fabrication de l'éthanol. Et enfin, les éléments mal maîtrisés, je l'ai évoqué tout de suite avec la Chine. On ne sait pas grand-chose de la Chine sur ses productions, ses stocks. On sait qu'il y a eu des événements climatiques, en particulier de la pluie, qui a détruit ou qui a abîmé des récoltes. Mais on voit peu la Chine active sur le marché mondial alors qu'elle s'approvisionne, mais plutôt discrètement. Les fondamentaux du coût de revient de la matière première dans une farine de blé. Donc, on vient de parler, bien sûr, du prix des marchés, mais après, vous avez plein d'éléments qui vont faire que, OK, le prix de marché, c'est ça, le prix des céréales, mais derrière, il y a plein d'autres éléments qui vont venir impacter sur le prix final de la farine. Donc, déjà, la qualité des blés, les types de blé. Donc, le BPMF, donc blé panifiable pour la meunerie française. Donc, c'est une catégorie de blé avec un taux de protéines qui doit être, je crois, à 11,5 minimum. Donc, et ensuite, vous avez les VRM, les variétés recommandées pour la meunerie. Donc là, c'est l'Association nationale de la meunerie française qui fait sa liste de recommandations des variétés pour la panification. Ensuite, les blés améliorants de force, c'est ceux qui viennent amener de la protéine. On parle de blé au-dessus de 13,5%, voire 14% de protéines. Ils peuvent aller jusqu'à 15, 16, voire plus. Et ces blés-là, donc, sont nécessaires pour constituer ce qu'on appelle la maquette, qui est un assemblage de différentes qualités de blé, comme un petit peu dans la vinification, où on assemble différents cépages. Eh bien, pour les farines de blé, on a besoin d'assembler différentes qualités de blé, différentes variétés qui vont chacune apporter leur contribution pour fabriquer la farine qu'on attend pour les différentes applications spécifiques. Et puis ensuite, vous avez ces notions de filière. Bien sûr, la plus connue en France, c'est la CRC, culture raisonnée certifiée, mais vous avez aussi la NF, donc IRTA Carvalis, qui est la base, je dirais, des cahiers des charges. Ensuite, nous avons une filière de la graine au pain qui nous permet de développer une farine label rouge. Et puis, bien sûr, vous avez les filières diététiques infantiles. Donc, il y en a une aussi chez Limagrain Ingrédients. Et donc, vous avez aussi une donnée importante dont on parle peu, c'est, je dirais, la durcification des règles sanitaires. Et là, actuellement, il y a beaucoup de débats sur les alcaloïdes tropaniques et les alcaloïdes d'ergot, par exemple, pour le blé, le seigle. Et puis aussi, on voit les alcaloïdes tropaniques pour le maïs. Et tout ça pèse sur le coût de revient final des farines. Parce que pour sécuriser des farines sans alcaloïdes, etc., voire des blés donc sans ergot, etc., ça suppose plus de contrôle, plus de précautions et donc forcément plus de coûts. Donc le prix du marché est une chose, mais comme vous le voyez, il y a beaucoup d'autres éléments qui viennent donc qui interfèrent dans tout ça. Donc pour se résumer, la référence matif, les primes de marché qui peuvent être élevées par moment. La prime de marché, c'est ce qu'on appelle le cash premium. C'est quand une matière elle est peu disponible, il peut y avoir une référence Euronext, mais après, pour disposer du physique, il faut rajouter un peu d'argent. Il y a des années, c'est le contraire.
Pour l'instant, on ne les voit pas trop ces années-là. Il faut plutôt mettre un peu plus qu'un peu moins. Donc là, aujourd'hui, les blés, il y a encore des cash premium qui peuvent aller jusqu'à 5 euros. Les primes filières, on vient d'en parler. Les majorations de stockage. En France, c'est très différent de ce qui se passe à l'étranger. Donc, on parle, il y a la valeur Euronext. Tout à l'heure, on a vu l'échéance décembre. Mais quand on achète des blés, il faut ramener cette valeur en base juillet. Donc, l'échéance décembre à 2,40 par exemple, et bien pour la ramener en base juillet, il faut grosso modo, il faut enlever 0,93 euros par mois, donc sur 5 mois, ce qui fait qu'on arrive à environ 2,35,50 sur une base juillet. Et ensuite, eh bien, chaque mois, quand on utilise ce blé-là, l'organisme stockeur nous vend ce blé. Si c'est au mois de novembre, eh bien, il va nous rajouter les coûts de stockage, donc ces fameuses majos de juillet à novembre, et ainsi de suite. Les rendements meuniers, phénomène important aussi, hein, selon les types de farine dont on a besoin. C'était très bien que pour faire des T45, ce n'est pas du tout le même rendement meunier qu'une T65, mais il y a aussi les qualités de blé selon les années qui permettent ou pas de faire des bons ou des moins bons rendements. Et puis, bien entendu, il y a les coproduits. Le blé, donc, quand on transforme un blé en farine, on génère 20% de coproduits. Et là, donc, ces coproduits sont vendus en alimentation animale sur des marchés qui sont un peu dépressifs, d'autant plus que cette année, il y a une forte offre en farine, en blé, par exemple, fourragé, qui décote beaucoup par rapport à un blé panifiable. Voilà, en synthèse, donc on retiendra que les facteurs haussiers, je dirais, à court terme, sont les stocks de blé mondiaux qui sont peu mobilisables, donc qui peuvent être perturbés par l'activité export russe. Les Russes ont quelque part installé un plancher en dessous duquel ils n'ont pas envie d'exporter, malgré, donc ils jouent sur la force de leur monnaie, mais quelque part, ils ne descendront pas en dessous d'une certaine valeur. En tout cas, c'est ce qu'ils sont en train d'expliquer. La rétention en ferme au niveau français, quand les agriculteurs ils voient qu'il y a de la volatilité possible, ils disent on va attendre un petit peu. Hein. Baisse des prévisions de production du complexe céréalier mondial, corridor d'exportation suspendu, moins de blé que de qualité alimentaire par rapport à ce que je vous disais sur l'Europe du Nord. Les facteurs baissiers, donc on a quand même une récolte russe encore très très importante pour la deuxième année consécutive. Des exportations de russes, notamment vers les BRICS, et ce malgré il n'y a pas un ban hein, sur ces pays-là, mais il y avait quand même des accords pseudo-tacites de dire bon, on n'achète pas les blés russes. Mais bon, tous les pays en voie de développement ne regardent pas ça, ils ont besoin de blé, donc ils ne regardent pas qui est-ce qui vend le blé, pour peu qu'ils accèdent au blé et à un prix qui les intéresse. Les volumes importants disponibles à court terme, là on parlait des capacités à stocker les récoltes, c'est en train de s'estomper ça. Hein. Les faibles demandes mondiales en raison de la récession, hein, parce que toutes ces hausses, cette inflation, quelque part, contraint la consommation et ça impacte sur les utilisations des matières premières. Les difficultés économiques d'importateurs clés comme l'Égypte, le Maghreb, le Liban, la faiblesse du rouble, les reprises de l'euro par rapport au dollar, hein, puisqu'on est autour de 1,05. Les facteurs à surveiller, le maintien du niveau d'importation des acheteurs traditionnels, parce qu'ils ont besoin de refaire des stocks, ils ont été sous pression avec les hausses l'an dernier, donc ils les ont limités dans leurs achats à cause du coût. Les très faibles niveaux de stock finaux des principaux pays exportateurs, la hausse de la consommation de blé en substitution du maïs, l'assouplissement des règles d'importation dans certains pays en développement, moins strict sur la qualité par exemple, donc ça veut dire plus de facilité à importer, moins de blé de qualité alimentaire que de blé qualité fourragère en raison des pluies dans l'Europe du Nord, retour de la Chine éventuel sur le marché au printemps, et puis à surveiller donc ces fameux besoins chinois dont on vient de parler et l'évolution du conflit ukrainien. Facteur baissier, le manque de dynamisme économique mondial, la baisse de la consommation pour la viande, hein, donc moins de cheptel à nourrir, le prix du blé russe attractif en raison des importants volumes disponibles et un marché qui est hautement spéculatif. Voilà, j'en ai terminé pour ma présentation, donc je répondrai à vos questions en suivant. Je laisse la main à ma collègue Lucille qui va nous parler technique et panification. Merci à vous tous. Merci Claude. Donc, bonjour à tous. Je vais donc vous donner des informations concernant la qualité des blés et des farines pour la récolte 2023. Donc, les teneurs en protéines à 11,6% en moyenne sont satisfaisantes cette année et équivalentes à 2022 et à la moyenne décennale. Et cela correspond aux objectifs de la filière céréalière française.
Sur le graphe de gauche, vous avez la répartition des blés selon leur taux de protéines. Et comme les 5 dernières années, la majorité des blés se situe entre 11,5 et 12% de protéines. Les poids spécifiques, quant à eux, sont variables, mais restent au niveau attendu par les marchés dans la majorité des cas. Comme vous pouvez le voir sur le graphe de droite, la moyenne nationale est en léger recul par rapport aux 5 dernières années. Donc, cette année, nous sommes à la moyenne par rapport aux dernières années, où nous sommes à 76,4 kg par hectolitre, alors que sur les 5 dernières années, nous étions plutôt en moyenne à 78,3. Dans les parcelles du nord-ouest dont la récolte a été différée en raison de pluies importantes et répétées, on verra des poids spécifiques dégradés, mais les opérations de tri et de nettoyage par les collecteurs vont permettre d'améliorer le critère. Dans la situation du nord-ouest, donc liée à ces pluies, il faudra avoir une attention particulière sur l'indice de chute Hadberg. Mais globalement, en moyenne, ces temps de chute répondent aux besoins de la meunerie, même s'ils sont en léger recul par rapport à l'année dernière. En 2022, on avait 96% de la récolte avec un temps de chute supérieur à 240 secondes. Et cette année, c'est 91% de la récolte, ce qui reste un bon niveau. Pour conclure sur la qualité des blés, en 2022, on avait 59% des blés qui étaient classés en qualité premium et supérieure. Et cette année, il y en a 60%, donc la qualité est relativement stable ces dernières années. Passons maintenant à l'impact de la qualité sur la qualité des farines en panification et aussi en analytique. Donc, les moutures utilisées pour les essais ont été réalisées sur un mini-moulin bullaire et les blés sont issus de différents lieux de collecte français. Cette année, nous avons noté un manque d'hydratation des pâtes de 1 à 4% selon les variétés. Donc, ce manque d'hydratation va donner, nous on hydrate toujours au même niveau, donc on va obtenir des pâtes souples, mais il n'y aura pas d'impact notable sur le collant. Le lissage peut donner du déchirement de pâtes dans certaines régions et l'élasticité des pâtes va être supérieure à 2022 avec souvent du déchirement au façonnage, même sur les variétés plutôt extensibles, ce qui nous fait dire que cette année, le profil de chaque variété n'est pas toujours cohérent avec ce qu'on voit d'habitude. On note également une diminution de l'extensibilité au pétrin. Il y a une bonne tenue de la pâte à la mise au four et des volumes corrects à bons. Les coups de lame sont corrects même s'il y a des disparités régionales et la tolérance de la pâte à l'enfournement est conforme. Globalement, les résultats sont bons, même si on note que certaines variétés comme Simoisson et LG Absalon sont faibles cette année avec un manque de ténacité et de consistance. Mais les mélanges BPMF réalisés par les meuniers sont globalement corrects. Il y a également un effet positif des moutures industrielles qui va permettre un gain d'hydratation des farines, ce qui sera une bonne chose, surtout pour les farines où on a pu perdre jusqu'à 3 à 4 points d'eau. À l'alvéo, la force boulangère, le W et les P sur L des farines sont stables par rapport à 2022 et les valeurs de W suivent la distribution des taux de protéines. Les indices d'élasticité, donc le IE à l'alvéographe, sont plutôt en hausse. Cette année, nous avons 57,3 de moyenne contre 54 en 2022, ce qui est en corrélation avec l'élasticité observée en test de panification. Pour rappel, pour obtenir une pâte équilibrée en élasticité, la valeur de cet indice doit être comprise entre 50 et 55. Donc, cette année, on est plutôt supérieur à cette valeur d'équilibre. Au farinographe, on reste sur des niveaux d'hydratation plutôt bas pour cette qualité de farine, ce niveau de protéines.
mais la stabilité des pâtes reste correcte. Donc, nos recommandations pour optimiser les farines de cette année vont être les suivantes. Un temps de pétrissage à optimiser, mais plutôt à la hausse s'il y a du déchirement sur vos pâtes. On est sur une année avec plutôt une augmentation des extenseurs comme la levure désactivée ou aussi une farine fonctionnelle comme Innocence with Germ et un intérêt pour des blés plutôt avec un profil extensible pour équilibrer les pâtes, lesquelles, je vous rappelle, donnent des profils plutôt élastiques. On a aussi un intérêt pour les farines fonctionnelles et les enzymes privilégiant l'extensibilité. Et si vous utilisez du gluten dans vos recettes ou dans la correction de vos farines, pour substituer ces ajouts de gluten, il y a toujours un intérêt pour nos solutions Glucef. Parfait. Merci beaucoup, Claude et Lucille, pour toutes ces précisions. Je vous propose de passer à présent donc sur la session questions-réponses. Bien évidemment, n'hésitez pas à poser toutes vos questions dans l'onglet chat qui est donc à droite de votre écran. Donc, nous allons débuter avec une première question. Une question qui s'adresse à toi, Claude. Comment s'expliquent les primes sur le blé français? Alors, ces primes, d'abord, il faut distinguer deux types de primes. Il y a les primes de marché qui sont liées à un disponible local dans une qualité de blé que l'on souhaite. Donc, en l'occurrence, si on parle des BPMF, par exemple, nous, on cherche des BPMF qui sont panifiables. Or, tout à l'heure, j'ai exprimé le fait que cette année, il y avait quand même, entre autres dans le nord de l'Europe et le nord de la France, des blés qui ont été déclassés en blé fourragé. Donc, le disponible blé est important, ou il peut être bon, mais la qualité du blé qu'on recherche n'est pas forcément aussi disponible qu'on le souhaiterait. Et en l'occurrence, ces BPMF, donc ces blés panifiables, sont moins disponibles spontanément parce qu'il y a beaucoup de blés qui ont été déclassés. Et à titre d'exemple, un blé déclassé aujourd'hui, ça décote de 20 €. Donc, il y a un moment, il faut d'abord retrouver cette somme-là quelque part et ça réduit le disponible dans un blé de qualité. D'où cette notion de prime de marché qui vient se rajouter sur le prix du marché en général, qui est souvent drivé par Euronext ou des blés portuaires. Voilà le principe qui est là. Ensuite, vous avez les primes de blé qui sont liées à la qualité. Et cette année, par exemple, vous avez un type de blé pour lesquels les primes de qualité ont flambé, ce sont les blés améliorants. Pourquoi? Parce que les blés améliorants sont passés d'une offre excédentaire à une offre, je dirais, insuffisante. Il y a pas si longtemps que ça, il y a 3 ans, je pense, on a produit en France, grosso modo, 1 million de tonnes de blé améliorant, avec un fort développement de ce type de blé dans le sud-ouest. Et ça a contribué à l'effondrement des primes sur les blés améliorants, c'est-à-dire c'était des blés qui pouvaient avoir des primes de 20-25 € parce qu'ils sont moins productifs déjà, donc ils sont sujets à primes, ils sont plus difficiles à produire parce qu'on recherche de la protéine dans ces blés-là, et donc ça coûte plus cher aux agriculteurs. Et donc, derrière, quand je dis protéines, il faut apporter de l'engrais azoté pour constituer ces protéines. Avec l'arrivée, donc la hausse très forte des intrants en termes de coûts, en particulier de l'ammoniac, enfin de l'ammonitrate et de l'urée, donc ça enchérit le coût de production de ces blés améliorants. Ça a eu deux effets. D'une part, d'augmenter le coût, je dirais, de revient des blés améliorants pour les produire à cause de la hausse des fertilisants, et aussi d'orienter les agriculteurs vers des cultures moins gourmandes en intrants et en coût de revient. Donc, baisser la sole blé améliorant. Et ce qui fait qu'on se retrouve aujourd'hui dans une situation où le blé améliorant manque globalement en France. Et le blé améliorant est indispensable pour faire de la panification. Je parlais tout à l'heure de maquette, et donc c'est typiquement le cas où ce blé améliorant, il intervient selon le type de farine dont on a besoin. Ça peut être de 10 à 100% dans la maquette, selon, je dis bien, le type de farine dont on a besoin et la qualité du pain ou le type de pain dont nos clients ont besoin. En général, les pains de mie, les buns, etc. sont très consommateurs de blé améliorant parce que les technologies de production nécessitent et la qualité des pâtes nécessite donc l'utilisation importante de ces blés améliorants. Et donc cette année, ces blés améliorants
eh bien, on les trouve de l'ordre de 100 à 110 euros par tonne de prime. Donc, alors que je le redis, hein, on était, il y a 3-4 ans, il y avait des choses qui se sont faites autour de 25, 30, 35 euros. Mais en général, on est plutôt autour de entre 50 et 70 euros. Donc, cette année, flambée des primes. Et encore, par moment, on ne trouve pas toujours ce blé améliorant adéquat pour faire la qualité de farine que l'on veut. Donc, voilà, 2 types de primes à ne pas confondre. Parfait. Merci Claude pour toutes ces précisions. J'ai une autre question cette fois-ci pour Lucille. Pourquoi conseillez-vous des extenseurs pour corriger les farines? Mais en fait, cette année, on a remarqué que l'indice d'élasticité des farines, en fait, était très élevé. On est au-dessus des valeurs, on va dire, qu'on considère maximales pour avoir une pâte équilibrée. Donc, la valeur maximale est de 55. Là, cette année, on est autour de 57. Donc, en fait, on va avoir besoin d'extenseurs pour avoir des pâtes plus longues, et ça va s'appliquer à certaines applications quand on veut faire, par exemple, des croissants où il faut de l'allongement, ou de la baguette où il faut de l'allongement. On va peut-être avoir besoin d'extenseurs dans les farines ou dans les recettes des industriels pour permettre un bon allongement et pallier à ce problème de pâte trop élastique. Ok, très bien. Merci Lucille. Une autre question cette fois-ci pour Claude. Est-ce que nous avons des informations concernant le blé dur dans le contexte mondial? Alors d'abord, le blé, enfin, je ne suis pas un spécialiste du blé dur puisqu'on est dans la panification, mais ceci dit, ça fait partie de l'ensemble des céréales. Donc il se produit grosso modo 33-34 millions de tonnes de blé dur dans le monde. Le Canada est un très gros acteur de la production de blé dur, et en Europe, il y a quelques zones de production en France, hein, sur le bassin parisien et sur la Vendée par exemple, un petit peu dans le sud-est aussi. Mais il y a aussi des productions en Italie et en Espagne. Bon, l'Espagne, on en a parlé tout à l'heure, hein, cette année est dure. Et l'Italie, c'est entre la sécheresse de printemps et les coups d'eau qui ont suivi, la situation n'est pas glorieuse. Donc, c'est une production un peu niche en Europe qui est aujourd'hui sous pression. Donc, les cours ont baissé comme pour le blé, un peu moins, parce que c'est quand même une matière première moins disponible. Mais c'est surtout donc ce qui se passe au Canada. Et cette année, la tendance au Canada, elle est en termes plutôt baissière en termes de volume. Voilà, ce que je peux vous dire pour ma part sur la situation du blé dur. Donc, à surveiller, y compris cette année et à l'avenir. Ok, très bien. Merci, merci Claude. On va répondre à une dernière question pour Lucille. Donc, vous conseillez d'utiliser des farines fonctionnelles. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu de quoi il s'agit et pourquoi? Donc, en fait, chez Dumagrain Ingrédients, nous fabriquons des farines fonctionnelles. Ce sont des farines qui sont traitées par un traitement hydrothermique, et qui vont donc, ce traitement va modifier la qualité des farines. Et nous avons une farine qui s'appelle Innocent Sweet Germ. Donc, c'est un traitement hydrothermique qui est sur une farine de germes de blé. Et en fait, ce traitement thermique permet déjà d'allonger la durée de vie de la farine, car elle détruit la microbiologie qu'il y a naturellement dans la farine. Et en plus, ce germe de blé va nous permettre de donner de l'extensibilité. Il a cette fonctionnalité-là. Et donc, on conseille cette farine fonctionnelle à base de germes de blé pour donner de l'extensibilité aux pâtes. Très bien. Merci Lucille pour cette réponse. Donc, nous allons à présent clôturer notre webinaire. Donc, merci beaucoup de nous avoir suivis. Merci pour votre présence. Comme indiqué en préambule, nous vous ferons parvenir la présentation ainsi que l'enregistrement. Et les questions que nous n'avons pas eu le temps de répondre, nous vous répondrons de manière individuelle. Juste un petit rappel, nous organisons le 17 octobre prochain le webinaire concernant la nouvelle récolte maïs 2023. Voilà, merci beaucoup et très bonne journée à tous.